Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Un couple apparemment parfait. Des diplômés de Harvard, une famille multimillionnaire connue à Dallas. Une fortune à faire des envieux. C'était un petit paradis isolé du monde réel. Et un meurtre mystérieux qui fait beaucoup jaser. C'était un homme intelligent, mais pas un meurtrier très malin. La maîtresse, l'inceste, les ingrédients idéaux pour une curiosité malsaine. Une histoire texane d'espoir brisé et de rêves empoisonnés. C'est maintenant dans Crime en haute société. Le 9 janvier 1990, Richard Lyon, 42 ans, roule à grande vitesse dans Highland Park, une petite ville du Texas. Il s'arrête dans un crissement de pneus devant l'hôpital presbytérien. Il est entré en disant « Aidez-moi, ma femme est dans la voiture. Elle ne se sent pas bien. » Le personnel des urgences est sorti et a trouvé une femme repliée sur elle-même sur le siège passager. À peine consciente, la femme de 37 ans dit au médecin qu'elle a été malade toute la journée. Il y avait une épidémie de grippe à l'époque à Dallas. Les médecins ont donc pensé qu'elle avait la grippe et ils ont commencé à la soigner pour ça. Mais Nancy ne réagit pas au traitement. Sa tension était basse. Elle avait des nausées, des diarrhées et elle vomissait. Et ils se sont vite rendus compte que ce n'était pas une grippe. Nancy Dillard Lyon n'est pas une patiente ordinaire. Promotrice immobilière brillante, elle est la fille de Bill Dillard père, l'un des hommes d'affaires les plus puissants et en vue de Dallas. Bill Dillard était surnommé Big Daddy. C'était un des industriels les plus célèbres de Dallas. La famille Dillard était très riche et très puissante. C'était une puissance très discrète. Ils s'exposaient peu, mais ça restait une des familles les plus puissantes de Dallas. Pendant des heures, plusieurs spécialistes sont allés voir Nancy. Ils savaient qu'il ne s'agissait pas d'une maladie ordinaire. Aux urgences, les médecins ont pensé à un syndrome du choc toxique, une maladie infectieuse. Alors que la famille et les amis de Nancy soutiennent Richard dans la salle d'attente, les médecins n'arrivent pas à établir un diagnostic. Et ils leur ont posé des tas de questions. Était-elle allée à l'étranger? Qu'avait-elle mangé? Ils essayaient de comprendre ce qui se passait. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais rien ne donnait de résultat. Les médecins et les infirmiers ne comprenaient pas. Soudain, l'état de Nancy s'aggrave. Les symptômes sont passés rapidement des vomissements et des diarrhées à des convulsions. Son système respiratoire et son système rénal s'affaiblissaient et les médecins ne pouvaient rien y faire. Elle est ensuite tombée dans le coma. 5 jours plus tard, le 14 janvier, les proches ont été informés que Nancy était en état de mort cérébrale. Et ils ont alors pris la décision de la débrancher des appareils qui la maintenaient en vie. La mort de Nancy Dillard Lyon devient le sujet de conversation en ville. Chacun veut savoir comment une jeune femme de la haute société, apparemment en bonne santé, a connu une fin si soudaine et tragique. Tout le monde était sous le choc. Beaucoup de gens ont assisté aux funérailles et l'église était pleine à craquer. Le chagrin était palpable. Au début, le chagrin dominait. Presque personne ne pensait alors à autre chose qu'une mort tragique, due à une étrange infection. Mais chez les Dillard, à l'abri des regards, les soupçons apparaissent. La famille pensait à un meurtre.
et a contacté le bureau du procureur. Alors que Richard donne son accord pour une autopsie, Big Daddy fait pression sur la police pour qu'une enquête soit menée. La famille suspectait quelque chose, mais on ne connaissait pas la cause de la mort. Et on ne saurait rien avant la conclusion de l'autopsie. Les médecins parlaient de choc toxique. On ne pouvait pas faire grand-chose à ce moment-là. Mais ce que les Dillard ont à raconter éveille la curiosité de la police. Il s'était passé quelque chose de bizarre. Quelqu'un avait déposé une bouteille de vin et une boîte de médicaments devant chez Nancy, avec un mot, pour une femme unique, de la part d'un admirateur secret. Sa famille pensait que c'était peut-être ça qui l'avait rendu malade. Richard raconte que Nancy recevait des menaces par courrier depuis des mois. Un ancien patron de Nancy était impliqué dans une affaire très violente. Au tribunal, le témoignage de Nancy l'avait fait plonger. Et les menaces continuent. Richard a reçu un mystérieux appel sur son répondeur. Elle a payé. Tu es le prochain. C'est à cet instant que les enquêteurs reçoivent un appel de la morgue. Le médecin légiste m'a dit que la cause de la mort de Nancy Dillard Lyon était l'empoisonnement à l'arsenic. Les rapports toxicologiques indiquaient que son corps contenait 100 fois plus d'arsenic que la normale. Le rapport d'autopsie a fait de ce décès une affaire de meurtre. Jadis, l'arsenic était connu pour être le roi des poisons et le poison des rois. C'était l'arme idéale pour éliminer un ennemi sans attirer l'attention sur soi. Dans cette affaire, la princesse des Park Cities en a été victime. Mais qui est le coupable? Quelques jours après le décès mystérieux de Nancy Dillard Lyon, l'autopsie révèle un taux mortel d'arsenic. Les enquêteurs écartent rapidement l'ancien patron de Nancy de leur liste de suspects et s'intéressent de plus près aux proches de la victime. J'ai contacté M. Dillard chez lui, après l'enterrement, pour qu'on se rencontre. Il m'a parlé de beaucoup de choses, et notamment d'inquiétudes dont Nancy lui avait fait part. Peu avant sa mort, Nancy a confié à son père avoir des problèmes de couple. Nancy Lyon était une personne très discrète. Elle était en train de se séparer de son mari, mais personne dans sa famille n'était au courant. Ils ne l'ont su que très peu de temps avant son hospitalisation. Et Big Daddy fait une annonce explosive. Il a dit « On pense qu'il a essayé de la tuer ». Il parlait de son gendre, Richard Lyon. Mais Big Daddy reconnaît qu'il ne s'agit que d'une intuition. Or, les enquêteurs ont besoin de plus qu'une simple accusation pour résoudre l'affaire. On n'avait vraiment pas grand-chose à part des soupçons de la famille de Nancy. Et ce n'était pas suffisant. Personne n'aurait pensé accuser cet homme d'avoir tué sa femme, la mère de ses enfants. Les longs cils et les yeux mélancoliques de Richard cachent-ils l'âme d'un monstre? Et s'il a bien empoisonné sa femme, pourquoi ce geste? Pour répondre à ces questions, les enquêteurs vont devoir fouiller derrière la façade du conte de fées qu'est la vie de Nancy Dillard Lyon. Nancy Dillard était la plus jeune de 4 enfants. Les gens la décrivaient comme une jeune fille studieuse, timide, jolie, très intelligente et ambitieuse. Elle tenait beaucoup de son père. Nancy est née dans une famille riche. Elle a vécu dans une grande maison. Les enfants allaient au lycée d'Highland Park. Ils n'ont jamais manqué de rien. La plupart de ses amis vont ensuite dans de grandes universités texanes. Mais Nancy choisit Hollins, une prestigieuse université pour femmes en Virginie. Quelques années plus tard, elle est attirée par des études de paysagisme et de design. Elle s'est inscrite à l'école de design d'Harvard. C'est là-bas, dans un des cours, qu'elle a rencontré Richard Lyon, un jeune homme du Connecticut. Richard n'était pas particulièrement pauvre, mais il était loin d'avoir la fortune de Nancy. Son père était agent d'assurance.
Ils étaient 5 enfants. Ils gagnaient un salaire modeste. Ils faisaient partie de la classe moyenne qui lutte pour s'en sortir. Ils viennent de 2 mondes différents, ce qui ne les empêche pas de tomber amoureux. Ils passaient tout leur temps ensemble. Lui était plutôt tranquille et elle était la plus énergique du couple. Ils avaient le même niveau d'études. Ils révisaient souvent ensemble. Ils avaient appris à imiter l'écriture de l'autre, et il est arrivé que Nancy écrive certains des devoirs de Richard. À la fin de leurs études, ils ont décidé de se marier. Après un mariage spectaculaire, le couple s'installe dans les Park Cities. À Dallas, tout le monde sait que les gens les plus riches et les plus puissants vivent dans les Park Cities. À Dallas, les Park Cities sont surnommés la bulle. C'est une sorte de club de loisirs coupé du monde extérieur. Les habitants ont de l'argent ou voudraient en avoir. Après avoir bien réfléchi, ils ont décidé de s'installer près de Dallas, sur les conseils de Richard. Big Daddy connaissait tout le monde à Dallas, et il pouvait rapidement leur obtenir un emploi. Venant du Nord, on pourrait penser que Richard a du mal à s'adapter au monde de Big Daddy. Mais à la plus grande surprise de la famille Dillard, leur gendre se sent à Dallas comme un poisson dans l'eau. Il a oublié les Lyons pour devenir un Dillard. Il s'est vite adapté à ce monde. L'argent, l'influence, le nom qui ouvre des portes. Il était parfaitement à l'aise. Tout le monde disait qu'au début de leur mariage, ils formaient le couple typique des Park Cities. Ils étaient amoureux et heureux. Nancy travaillait pour Trammell Crow, le Donald Trump du Texas, un grand promoteur. Elle était très connue dans ce milieu. Mais malgré 2 salaires, le couple a toujours du mal à boucler les fins de mois. Ils n'étaient propriétaires de rien. Leur maison était hypothéquée et ils n'avaient pas encore remboursé le prêt pour leur voiture. Vous imaginez? Heureusement, quelqu'un est toujours là pour les aider. Grâce au père de Nancy, qui payait leurs factures, ils parvenaient à vivre au jour le jour. Elle luttait pour que son mariage fonctionne, pour que ses enfants aillent bien, que son travail se passe bien. Et elle faisait tout pour faire plaisir à ses parents, et surtout à son père. Mais les enquêteurs ne tardent pas à découvrir que même si Nancy tente de sauver les apparences, son mariage apparemment idéal commence à battre de l'aile. La vie de Nancy et Richard a commencé à changer à la fin des années 80. À l'époque, Richard travaillait comme chef de projet dans le bâtiment à Houston. Il était donc souvent absent. Il voyageait souvent avec une autre chef de projet, Tammy. Et ils ont commencé à avoir une aventure. Mais Richard tient encore à Nancy et il accepte de vivre seul pour qu'ils essaient de régler leurs problèmes. Elle l'aimait. Elle avait construit sa vie autour de leur famille unie et parfaite. Elle voulait que leur fille vive avec leur père. Des amis du couple disent aux enquêteurs qu'en décembre, Nancy et Richard se réconcilient et qu'ils vivent de nouveau ensemble dans la bulle. Apparemment, ils repartent sur de bonnes bases. Monsieur Dillard m'a dit que sa famille appréciait Richard. Nancy l'avait épousé et il était le père de ses petits-enfants. La famille l'a donc accueilli à bras ouverts. Nancy et Richard passent les fêtes de fin d'année ensemble dans le Connecticut. Mais leur bonheur retrouvé ne durera pas. Un peu plus d'une semaine après leur retour, Nancy est hospitalisée. Elle ne rentrera jamais chez elle. Quelques jours après la mort de sa fille, Big Daddy est hanté par de lourds soupçons à propos de Richard, mais il n'a aucune preuve de ce qu'il avance. Le couple avait 2 faces. D'un côté, il y avait le couple heureux, parents de 2 petites filles que la famille et les amis adoraient. Et de l'autre côté, il y avait le couple qui traversait une mauvaise passe. Mais ça ne suffisait pas pour parler de meurtre. Les enquêteurs s'intéressent plus particulièrement à l'attitude de Richard alors que sa femme est mourante. Chacun réagit différemment à ce genre de situation. Mais les infirmiers et les médecins nous ont raconté qu'il se comportait comme s'il était à une fête. Et il aurait même dragué des infirmières. Il n'a jamais agi comme un mari inquiet dont la femme est en soins intensifs et peut mourir d'un moment à l'autre. Il nous paraissait trop calme et serein, vu la situation.
Les enquêteurs recherchent ensuite l'ancienne petite amie de Richard et sont surpris par ce qu'elle leur apprend. Leur aventure ne serait en fait pas terminée. Il était en contact avec elle alors que Nancy était à l'hôpital. Tammy Ann, une jeune blonde aux yeux bleus, raconte aux policiers que leur relation n'a jamais cessé, même après la mort de Nancy. Richard dépensait sans compter pour Tammy. Il la couvrait de cadeaux. Il lui a offert une montre d'une valeur de 4 500 $, un manteau en cuir hors de prix. Il l'emmenait en voyage dans les Rocheuses du Colorado ou à Taos au Nouveau-Mexique. Une semaine avant l'hospitalisation de Nancy, Richard annonce à Tammy que sa femme est mourante. Richard lui a dit qu'à leur retour du Connecticut après Noël, il avait emmené sa femme à l'hôpital parce qu'elle souffrait d'une maladie du sang incurable. La famille de Nancy était révoltée et les policiers n'en revenaient pas. Les enquêteurs ont enfin trouvé un mobile possible. Mais en dehors du comportement inattendu de Richard, ils n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ce n'était pas une affaire de meurtre ordinaire. On savait que personne ne viendrait nous dire « je l'ai vu la tuer ». Le choix de l'arme du crime était le seul élément dont nous disposions. On ne recherchait pas un pistolet, un couteau ou un club de golf, mais une preuve que Richard avait empoisonné sa femme. Mais les enquêteurs ne sont pas encore en possession de cette preuve. En l'absence de témoins et de traces d'arsenic chez les Lyon, rien ne prouve que Richard n'est pas l'auteur du crime parfait. Un mois après l'empoisonnement à l'arsenic de la riche Nancy Dillard Lyon, les soupçons se concentrent sur Richard, son mari. Mais sans preuve concrète, les policiers ne peuvent pas prendre le risque de dévoiler leurs doutes et ils demandent aux Dillard d'en faire autant. À ce moment-là, la famille de Nancy était convaincue que Richard était le coupable, mais il devait se taire. Je crois que ça a été compliqué pour eux. Richard ne cherchait pas spécialement à passer du temps avec eux, mais la famille faisait croire qu'elle était présente pour lui. Ils prenaient soin de lui, ils faisaient leur deuil ensemble. Mais quand il n'est pas avec la famille Dillard, Richard n'a rien du veuf éploré. Peu après la mort de Nancy, la petite amie de Richard passait beaucoup de temps chez eux avec leur fille. J'ai trouvé ça louche et de mauvais goût, pour ne pas dire plus. Et ce n'est pas tout. Richard Lyon n'a jamais appelé pour savoir pourquoi et comment sa femme était morte. En général, les membres de la famille veulent savoir. Mais Richard ne nous a jamais contactés, ni moi, ni le médecin légiste. Pendant des semaines, les enquêteurs contactent des vendeurs de produits chimiques. Trouver où il aurait pu acheter ou commander du poison, c'était chercher une aiguille dans une botte de foin. Un jour, une entreprise de Houston a de bonnes nouvelles. D'après ses registres, un certain Richard Lyon lui aurait acheté des produits 4 fois. Il leur avait acheté un grand nombre de différents poisons. Richard Lyon avait fait son premier achat en janvier 1990 et le dernier le 27 novembre de la même année. Il avait acheté du mercure, du carbonate de barium, du nitroferricyanure de sodium, de l'arsenic et du trioxyde d'arsenic. Et il a acheté tous les produits qui comportaient le mot cyanure ou arsenic. Bref, tout ce qui contient du poison. On a récupéré ses chèques et les employés du laboratoire de Houston nous ont affirmé pouvoir l'identifier. Richard s'est fait livrer certains de ses produits à son bureau. Ses employeurs nous ont expliqué qu'il utilisait des produits organiques et pas ce genre de produits. Ça nous a confortés dans le fait que nous étions sur la bonne piste. Les policiers convoquent Richard pour un interrogatoire. En apprenant la cause de la mort de Nancy, étrangement, il n'éprouve aucune émotion. Il n'a pas eu l'air surpris qu'elle ait été empoisonnée. Il n'a pas réagi, il est resté calme et serein. C'est étonnant pour quelqu'un dont la femme est morte empoisonnée à l'arsenic un mois avant. Mais il n'a posé aucune question sur les circonstances de cet empoisonnement. Quand les policiers lui demandent s'il sait pourquoi sa femme a été en contact avec de l'arsenic, il répond tranquillement que Nancy et lui ont travaillé sur un nouveau produit pour éliminer des insectes.
Il faisait des expériences. Il cherchait un moyen de tuer les fourmis de feu. Richard avait fait un schéma. Il comptait percer dans la fourmilière et introduire de l'arsenic à la base pour tuer la reine. N'ayant rien contre lui, les enquêteurs doivent relâcher Richard. On faisait tout ce qu'on pouvait. On essayait de trouver la moindre preuve médico-légale, parce qu'au fond de nous, on savait déjà qu'il était coupable. La police ne peut plus garder le secret de la cause de la mort de Nancy. Quand le terme empoisonnement apparaît dans les médias, Dallas est en ébullition. Neighbors of 37-year-old Nancy Dillard Lyon say they can't understand why anyone would want to kill this mother of two. La nouvelle de sa mort avait déjà été un choc, mais c'était encore pire d'apprendre qu'une jeune mère, venant d'une famille respectée, avait été assassinée. Tout le monde s'intéressait à cette affaire. Il s'agissait d'une famille riche d'Highland Park. Les gens étaient attirés par le côté polar de l'histoire. Police are remaining tight-lipped about the suspect and the progress of the investigation. Toute l'affaire est devenue un cirque dans les médias. On entendait et on lisait autant d'informations véridiques que de mensonges. Chacun y allait de son hypothèse absurde. Sous la pression de la haute société de Dallas, qui demande des réponses, la police finit par faire une annonce. Police investigators confirm they have only one suspect in their probe of the arsenic murder of Nancy Dillard Lyon. Police say they are looking hard at her husband, Richard Lyon. Avec la pression qui augmente, son mariage avec une femme riche pourrait alors sauver Richard. Il fait appel à l'avocat le plus cher qu'il trouve et se prépare à mener le combat de sa vie. Quelques jours après la désignation de Richard comme suspect principal, son avocat récemment engagé donne une conférence de presse. Tout le monde parlait de cette affaire en ville. Dès que j'entrais chez le coiffeur ou dans un magasin, j'entendais les gens en discuter. Le sentiment général était la culpabilité de Richard. Mon client était devenu l'ennemi de la population. Contrary to the accusations made recently by the police, I did not poison my wife, Nancy Dillard Lyon, nor did I have anything to do with her tragic death. I can tell you that our investigation on his behalf is very thorough. In the event that this case becomes a murder charge, this will be an honest-to-goodness Perry Mason-style whodunit. Les enquêteurs décident de jouer le tout pour le tout. Entre la petite amie et les factures de produits chimiques, ils n'ont que des preuves indirectes, mais convaincantes. On savait qu'on n'obtiendrait jamais des aveux de Richard et que personne ne viendrait nous dire « je l'ai vu la tuer ». On a décidé qu'on avait assez de preuves. De toute manière, on ne pouvait pas en avoir plus. Un matin de mai, 5 mois après la mort de Nancy, Richard est inculpé de meurtre avec préméditation. Ryan was driving down Preston Road early this morning after dropping his two daughters off at childcare. Police pulled him over, which apparently came as a total surprise. Richard Lyon avait l'air effrayé d'être dans cette situation. Il était sûrement surpris, mais il avait surtout très peur. Richard Lyon's arrest warrant paints a damaging picture of a man who says he didn't do it. Police later learned Richard Lyon ordered and purchased barium carbonate, arsenic, and other chemicals through his employer. The employer tells police Lyon is not authorized to order such chemicals. Richard a enfin été démasqué. Tout Dallas est d'accord pour l'envoyer sur la chaise électrique. Mais Richard a encore un petit espoir. Il lui reste une carte malhonnête à jouer. Un soir, après 22 heures, j'ai reçu un appel de Richard. Il m'a dit « Venez tout de suite, j'ai trouvé quelque chose ». Je me suis levé, je me suis habillé et je suis allé chez lui. On est allé dans sa chambre. Il avait trouvé des papiers de Nancy. Elle avait écrit sur sa peur d'avoir des relations sexuelles, sur son sentiment d'impuissance quand elle perd le contrôle. Ensuite, Richard révèle un sombre secret de famille. Richard m'a raconté qu'il avait su que Nancy avait eu une relation incestueuse avec son frère. Quand Nancy avait 11 ans, son frère Bill en avait 13. Et leur mère les a surpris en plein acte sexuel. Elle en a été bouleversée.
la seule réaction de la famille a été d'envoyer Bill en internat. Et c'est tout. Je pense que c'est quelque chose qui a marqué Nancy à vie. D'ailleurs, quand Richard a commencé à être infidèle, Nancy s'est sentie en partie responsable. Un an avant sa mort, les vieilles blessures se sont rouvertes. Son père, Big Daddy, a affirmé que ses enfants avaient simplement joué au docteur et que c'était tout à fait normal. Mais Nancy savait que ça n'avait absolument rien de normal. C'était une jeune femme très perturbée. Était-elle malheureuse? Ça ne fait aucun doute. Richard était sûrement le premier homme qu'elle ait vraiment aimé et en qui elle ait eu confiance. Donc quand il a décidé de déménager et de demander le divorce, ça a dû être traumatisant pour Nancy. Richard raconte à ses avocats que lorsqu'ils ne vivaient plus ensemble, Nancy avait reçu un bouquet de fleurs. Nancy lui a dit que les fleurs avaient été envoyées par l'école de leur fille. Richard a lu la carte qui accompagnait le bouquet. C'était écrit « Nous sommes navrés de la façon dont vous traite votre mari ». Mais en faisant des recherches, on s'est rendu compte que Nancy s'était envoyé elle-même les fleurs. Qu'en est-il alors de la bouteille de vin et des médicaments qu'elle a trouvés sur le pas de sa porte? Nancy avait dit qu'elle avait trouvé une bouteille de vin devant chez elle. La bouteille était débouchée, et pourtant, elle l'avait bu. Attendez, reprenons. Cette femme est allée à Harvard. Elle est intelligente. Elle trouve une bouteille de vin devant chez elle et elle la boit. Et en plus, de façon très théâtrale, elle donne la bouteille à la nourrice et lui dit « S'il m'arrive quelque chose, remettez-la à la police. » Les avocats de la défense apprennent aussi que Nancy s'est rendue plusieurs fois à l'hôpital avant sa dernière visite. Je suis persuadé que plusieurs de ces passages à l'hôpital n'avaient aucune raison d'être. Jamais aucun diagnostic clair n'était établi. Mais c'était efficace, puisqu'à chaque fois, Richard se précipitait à l'hôpital pour l'accompagner et s'occuper d'elle. Mais la révélation la plus surprenante vient de l'équipe d'experts en toxicologie de la défense. J'ai envoyé des échantillons de cheveux, d'ongles et de sang pour une analyse de routine. Et les résultats étaient vraiment étonnants. Si quelqu'un est exposé à de l'arsenic, la quantité de poison dans ses cheveux et sur ses ongles est très similaire. Or, Nancy avait 5 fois plus d'arsenic sur les ongles que dans les cheveux. La seule explication médico-légale était qu'elle avait touché l'arsenic avec ses doigts. Les résultats indiquent aussi que c'est 3 semaines avant sa mort et le jour de son entrée à l'hôpital que les doses d'arsenic ingérées sont les plus fortes. L'accusation avait prouvé que Richard avait manipulé de l'arsenic 7 jours avant l'hospitalisation de Nancy. On en a donc conclu que Nancy s'était administré elle-même l'arsenic. La stratégie qui consiste pour la défense à accuser la victime, en général, me répugne. Mais là, je dois avouer que Dan Guthrie a élaboré une défense incontestable. Dallas a son histoire de meurtre et la population a hâte d'en entendre tous les détails sordides. Quelques jours avant le procès pour meurtre de Richard Lyon, les habitants de Dallas sont prêts à suivre ce feuilleton dramatique. Une famille riche, des diplômés de Harvard vivant dans des Park Cities. Voilà de quoi attirer l'attention. Et en plus, une histoire d'empoisonnement à l'arsenic, c'est plutôt rare. Les gens qui ne vivaient pas dans la bulle allaient enfin savoir ce qui s'y passait. C'était l'idéal pour une curiosité malsaine. Et pourtant, au Texas, on ne manque pas de procès et de meurtres. Mais là, on était au niveau supérieur. Au début du procès, l'accusation est persuadée que le jury va assembler le puzzle. J'aurais préféré pouvoir démontrer qu'il avait bien acheté les produits chimiques et qu'il y avait un lien chronologique entre le laboratoire, Richard et la bouche de Nancy. Mais quoi qu'il en soit, je savais qu'on avait raison. C'était lui le coupable. Il y avait des preuves matérielles irréfutables qu'elle avait été empoisonnée, que Richard avait acheté du poison et qu'il avait été infidèle. C'était impensable que l'accusation perde. Mais la défense cherche la moindre faille dans l'argumentation de l'accusation. N'oubliez pas que Richard a étudié à Harvard.
Il était intelligent. Et d'après la théorie de l'accusation, il aurait tué sa femme avec de l'arsenic. Pensez-vous vraiment que ce genre de personne achèterait de l'arsenic sous son propre nom et qu'il le ferait livrer à son bureau en sachant que ça laisserait des traces? Il ne faut pas oublier que c'est Richard qui a insisté pour que Nancy aille à l'hôpital. Franchement, j'ai toujours pensé que c'était bizarre qu'un homme qui a empoisonné sa femme l'emmène ensuite à l'hôpital. Moi, je n'empoisonnerai jamais la mienne. Mais si ça m'arrivait, je n'appellerais personne avant qu'elle soit morte. Et je ne me retrouverai surtout pas auprès d'elle au moment où elle meurt. Pendant les déclarations préliminaires, le tribunal est plein à craquer. Il y avait au moins 1400 personnes qui s'arrachaient les 86 places assises. C'était plein tous les jours. Des gens de la haute société. Et il y avait beaucoup de journalistes. La famille Dillard avait tout organisé pour que la salle soit toujours pleine. Il y avait une liste de gens et des horaires pour remplir la salle. Les deux seules personnes qui étaient là pour soutenir Richard étaient ses parents. Le procureur impressionne plus par son physique que par ses attaques. On était un peu distrait par les cheveux de la procureure. Jerry Sims avait des cheveux longs au moins jusqu'à la taille. Dès qu'elle se levait, elle faisait un mouvement de la tête pour les faire bouger. Les journalistes ne parlaient que de ça, du genre la chevelure est arrivée. Madame Sims est au centre de toutes les attentions. Un jour, après son entrée fracassante dans la salle d'audience, l'un des amis riches des Dillard aurait lancé « Mon royaume pour une paire de ciseaux ». À mon avis, il détestait Nancy. Mais il ne voulait surtout pas perdre le nom de Dillard. L'influence de la famille, les portes que ça lui ouvrait professionnellement, s'il divorçait, il allait perdre tout ça. Il n'avait pas de bonnes intentions. Il pensait qu'en l'empoisonnant lentement, tout le monde penserait qu'elle était malade et n'y verrait que du feu. Comment le suspect lui a-t-il administré le poison? L'accusation ne le sait pas encore. Mais une découverte troublante dans l'ancien appartement de Richard lui fournit une réponse probable. La jeune femme qui vivait alors dans l'appartement cherchait un médicament dans sa boîte à pharmacie et y a trouvé une boîte de capsules. Il s'agissait de médicaments au nom de Nancy Lyon. Les tests révèlent que quelqu'un a modifié ces capsules en y ajoutant du cyanure. C'étaient des capsules que Richard donnait certainement à Nancy. Elle ne soupçonnait pas qu'il l'empoisonnait tous les jours. On pense qu'il faisait des essais avec différents produits pour trouver le moyen de la tuer. On avait la preuve qu'il avait acheté plusieurs produits à l'arsenic. On a récupéré ses chèques et on avait les témoignages des employés du laboratoire qui lui a vendu les produits chimiques. Mais il manque encore quelques pièces à ce puzzle. L'autopsie indiquait qu'elle avait ingéré une forte dose d'arsenic 3 semaines avant d'entrer à l'hôpital et une autre dose ce jour-là. L'accusation devait prouver que Richard avait eu accès à de l'arsenic dans ce laps de temps. Pour la défense, le suspect principal est Nancy elle-même. Les avocats de Richard la décrivent comme une femme malheureuse qui ne se remet pas des douloureuses cicatrices de l'inceste. Inutile de dire que Nancy avait beaucoup de problèmes. Son mari voyait une autre femme et elle allait divorcer. La défense voyait ça comme une cause de vulnérabilité. Elle pensait que Nancy pouvait avoir des tendances suicidaires. Les notes retrouvées par Richard après la mort de Nancy sont présentées comme des preuves et lues pendant le procès. J'essaie d'avoir la famille parfaite, occupée, frustrée, anxieuse, exigeante, autoritaire, trop ambitieuse. Ma famille en souffre. Quand je n'ai pas de pouvoir, je me sens incompétente. Quand je perds le contrôle, je suis en colère. J'ai peur de Bill et de ses désirs. Relations sexuelles anormales, mes problèmes d'inceste. La salle d'audience n'a pas fini d'être surprise. La défense présente en effet la facture d'une entreprise de produits chimiques. Le patron, Charles Koch, est appelé à la barre. Charles Koch a expliqué qu'il avait reçu un appel d'une femme qui lui avait posé des questions sur un poison qui pourrait éradiquer un problème de fourmis de feu dans son jardin. La femme s'est présentée, Nancy Lyon. Sur la facture, il y avait le téléphone professionnel de Nancy,
son numéro personnel et un numéro de permis de conduire du Texas. Et la facture était claire. Nancy avait acheté des produits chimiques. La seule explication médico-légale de la présence de 5 fois plus d'arsenic sur ses ongles que sur ses cheveux était qu'elle avait touché l'arsenic. À mon avis, Nancy s'est administré elle-même le poison, dans le but étonnant d'essayer de dissuader Richard de divorcer. Mais elle en a trop ingéré. Et ça l'a tué. L'avocat de Richard avait raison. On nage en plein film policier. Mais en fait, l'histoire n'est pas encore terminée. Alors que les derniers témoins passent à la barre, l'accusation tente de réfuter l'hypothèse que Nancy s'est administré elle-même le poison. On a pensé à toutes les possibilités. Elle l'avait peut-être fait, ou elle avait peut-être ingéré l'arsenic accidentellement. Mais les médecins nous ont assuré que personne ne se suiciderait à l'arsenic. Elle a énormément souffert, c'était très douloureux. Ses organes ont cessé de fonctionner longtemps après l'ingestion. Le médecin légiste a dit que personne n'était capable de s'infliger ça. L'accusation doit également expliquer la forte dose d'arsenic sur les ongles de Nancy. D'après moi, et les médecins avaient l'air d'accord, elle a vomi. Et elle en a sûrement reçu sur les mains. L'arsenic contenu dans son vomi a pu augmenter le taux de poison sur ses ongles. L'accusation fait ensuite témoigner un expert graphologique pour analyser les notes de Nancy. L'écriture était légèrement différente entre les phrases sur l'inceste et les autres phrases. Nancy et Richard ont étudié ensemble. Ils avaient appris à imiter l'écriture de l'autre pour pouvoir faire les devoirs de l'autre. Si on compare leurs écritures, elles sont très semblables. Mais l'expert graphologique du FBI a pu déterminer qu'elle n'avait pas écrit ces notes. Il s'agissait de faux. Il était sûr et certain que les notes sur l'inceste avaient été écrites par Richard Lyon. L'accusation réserve une dernière surprise. Charles Koch retourne à la barre pour dire au jury que la facture tapée à la machine ne vient pas de son entreprise. Il remplissait toujours ses factures à la main, jamais à la machine. Quelqu'un avait copié l'entête de l'entreprise sur une facture vierge et avait ajouté la liste des produits chimiques. On aurait dit une vraie facture d'achat. C'était un élément qui, à mon avis, et je n'étais pas la seule à le penser, était difficile à réfuter. Le témoignage de Charles Koch prouvait qu'il y avait eu mensonge. Et les jurés ont horreur qu'on leur mente. Le mensonge est ce qu'il y a de pire. Le jury a besoin de moins d'une heure pour décider d'un verdict. Is that verdict? We, the jury, find the defendant Richard Allen Abu Lyon guilty as charged in the indictment. Okay, thank you. Je crois que personne dans la salle n'a été surpris par le verdict, à part Richard Lyon. Il n'arrivait pas à croire qu'il avait été reconnu coupable. Trois semaines plus tard, la condamnation est annoncée par le juge. J'ai commencé à recevoir beaucoup de courriers. La plupart étaient en faveur d'une condamnation sévère. J'ai commencé à me demander comment quelqu'un pouvait acheter de l'arsenic et l'administrer régulièrement à sa femme, à la mère de ses enfants. Peu importe si un homme déteste sa femme et qu'il veut être avec une autre femme, il y a d'autres solutions comme le divorce. Et j'ai donc pensé qu'il méritait une condamnation sévère. Richard est condamné à la prison à perpétuité, la peine maximale. La longue et douloureuse attente est enfin terminée pour Big Daddy et toute la famille Dillard. C'est la famille de Nancy qui est allée voir la police pour lui faire part de ses soupçons. S'il ne l'avait pas fait, l'autopsie n'aurait jamais été pratiquée et personne n'aurait su qu'elle avait été empoisonnée. Ils avaient des amis puissants et une grosse fortune. Ça les a certainement poussés à vouloir rendre justice pour leur fille. Plus que n'aurait pu le faire une famille moins fortunée. Plus de 10 ans après, l'avocat de Richard continue de le défendre. Mon grand-père disait toujours « ça me reste en travers de la gorge ». Au vu des preuves, je ne pense pas que Richard aurait dû être déclaré coupable. Les preuves médico-légales étaient très parlantes.
Pourquoi les ongles de Nancy contenaient-ils autant d'arsenic? Ce n'est pas un détail. J'ai rencontré M. Koch avant son témoignage. Et ça n'avait pas l'air d'être un souci à ce moment-là que la facture ne provienne pas de son entreprise. À mon avis, il avait peur d'avoir des problèmes pour avoir vendu ses produits chimiques. Il a témoigné pour se protéger. Mais peu de gens dans les Park Cities s'émeuvent vraiment de la condamnation de Richard. Richard Lyon était un homme froid. Il se croyait supérieur aux autres. Il ne pensait pas qu'on le condamnerait. Il pensait s'en sortir en faisant des faux sans qu'on s'en rende compte. Richard Lyon pensait être au-dessus des lois. C'était un homme intelligent, mais pas un meurtrier très malin. Les gens comme Richard Lyon n'imaginent pas perdre leur niveau de vie. Ils veulent bien se débarrasser de leur femme, mais pas du niveau de vie qu'elle leur a permis d'obtenir. Beaucoup de gens pensent que l'argent fait le bonheur et qu'il évite d'avoir des problèmes. Mais en fait, peu importe la fortune et l'école qu'on a fréquentée, on est tous humains et on peut tous tomber dans le piège d'un manque d'adaptation. Et c'est ce qui s'est passé dans cette affaire. De tous les moyens de commettre un meurtre, l'empoisonnement demande une froideur particulière. Richard Lyon a regardé mourir lentement et dans la douleur une femme qu'il avait aimée. Dommage qu'il n'ait pas goûté lui-même à son poison. C'était Dominique Dunne. Merci de nous avoir suivis.